Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'expliquer comment l'information génétique contenue dans l'ADN et dans les gènes peut s'exprimer et se transformer en caractères au niveau de l'individu. On appelle l'ensemble des gènes le génotype et l'ensemble des caractères le phénotype. Nous allons aller du génotype au phénotype. Ce premier document nous rappelle que les gènes ont été découverts à partir de leur mutation. C'est à partir du moment où un caractère d'un individu variait, changeait, que l'on pouvait supposer l'existence d'un gène. On voit ici que la longue chaîne de l'ADN va subir un certain nombre de mutations. Et à partir de 1963, on a pu démontrer que ces mutations correspondaient à des mutations sur la protéine qui était codée par le gène. Ce premier élément suffit pour nous poser la question: quelle est la relation entre la séquence que l'on trouve dans l'ADN et la séquence d'acides aminés qui compose la protéine? En utilisant AnaGène, on peut remarquer que la comparaison des gènes qui codent pour des protéines mutées possède des mutations. Ici, on remarque que la mutation sur le 19e et le 20e acide nucléique correspond à un changement dans la protéine sur le 7e acide aminé. Ce document nous rappelle l'importance des protéines dans l'organisme. En réalité, les caractères, qu'ils soient anatomiques ou fonctionnels, sont liés à l'existence de certaines protéines. Les caractères fonctionnels, les fonctions de l'organisme, sont liés à l'activité d'enzymes. Ces enzymes sont des protéines capables de réaliser des réactions chimiques dans l'organisme. Sans elles, ces réactions n'existent pas et évidemment, l'organisme ne fonctionne pas normalement. Ici, nous voyons une protéine particulière dont vous avez déjà entendu parler, l'hémoglobine. Son rôle est un rôle de transport. Elle transporte l'oxygène au sein des globules rouges dans le sang. Sur le schéma E, on remarque que cette protéine est constituée d'acides aminés qui s'enchaînent. Selon les acides aminés qui s'enchaînent, ils s'attachent différemment et donnent une première forme à la protéine. Ensuite, sur le modèle D, des acides aminés éloignés les uns des autres vont se coller, vont s'attacher les uns aux autres et donc vont entraîner des replis de la protéine. Ils donnent donc une deuxième forme de la protéine. Et enfin, les longues chaînes d'acides aminés, ainsi repliées, ayant une certaine forme, vont s'associer à plusieurs. Dans le cas de l'hémoglobine, il y a 4 chaînes peptidiques, 4 chaînes d'acides aminés différentes qui se sont associées pour former une hémoglobine. Ainsi, la fonction de l'hémoglobine, son rôle dans l'organisme, son rôle dans le transport de l'oxygène est intimement lié à la forme de cette protéine, car c'est la forme qui va mettre en présence un certain nombre de fonctions portées par les acides aminés et qui vont pouvoir réaliser la fonction de la protéine. Nous avons vu que c'est donc la séquence d'acides aminés particuliers qui permettait, à travers la forme de la protéine, de lui donner sa fonction. Alors la première question qui va nous préoccuper, c'est d'essayer de comprendre si la chaîne d'acides nucléiques qui compose l'ADN correspond à la chaîne des acides aminés de la protéine. On va ainsi essayer de décoder la séquence de l'ADN pour la transformer en une séquence d'acides aminés dans la protéine. Nous devrons aussi résoudre, grâce à ce code, un petit problème supplémentaire, c'est d'expliquer pourquoi, si on change le 19e ou le 20e acide nucléique dans l'ADN, cela va changer le 7e acide aminé dans la protéine. On admet donc qu'il y a un code génétique qui permet de coder dans l'ADN avec les 4 acides nucléiques A, T, C, G. Eh bien, ces 4 acides nucléiques permettraient de coder les 21 acides aminés qui peuvent former
les protéines. Alors, on peut déjà faire une hypothèse sur la constitution de ce code. Donc vous allez essayer tout seul de résoudre un petit problème de mathématiques. Est-ce qu'il est possible, avec 4 lettres dans une certaine langue, de coder 21 mots dans une autre langue? On suppose donc qu'il y a un code génétique, un codage. Et nous allons essayer de le décoder. Mais d'abord, nous allons nous poser la question de savoir s'il est possible, avec 4 nucléotides différents, A, T, C et G, de coder 20 acides aminés différents. Comment doit être constitué le code pour pouvoir coder 20 acides aminés avec 4 nucléotides différents? La première question que vous allez devoir vous poser, et cela correspond à un exercice mathématique. Donc je vous propose ici une aide pour résoudre ce problème. Vous avez donc 4 nucléotides. Si chaque nucléotide code pour un acide aminé, eh bien on ne pourra coder que 4 acides aminés différents. Donc ce codage-là est insuffisant. Il faut trouver une autre solution. Alors je vous propose de continuer la même démarche jusqu'à trouver une première solution qui fonctionne. Donc si 2 nucléotides qui se suivent dans l'ADN codent pour un acide aminé, alors comme j'ai 4 nucléotides différents, combien pourrais-je former de paires de nucléotides différentes et donc combien je pourrais coder d'acides aminés? Si c'est encore insuffisant, il faudra continuer cette démarche encore plus longtemps. Donc l'hypothèse du codage minimum, c'est qu'il faut 3 nucléotides pour coder un acide aminé, et ainsi, avec 4 nucléotides différents, en les prenant 3 par 3, on arrive à coder beaucoup plus que 20 acides aminés. Ici, on confirme que le code génétique est composé de 3 nucléotides pour un acide aminé, car il pourrait être composé de beaucoup plus. La nature est économe, elle a utilisé la solution minimale pour résoudre son problème. On voit que dans une chaîne de nucléotides, si on change le 19e et le 20e, ça change le 7e acide aminé sur la protéine. Pourquoi ? On voit que dans une chaîne de nucléotides, si on change le 19e et le 20e, ça change le 7e acide aminé sur la protéine. Pourquoi? Parce que avec 3 nucléotides pour coder un acide aminé, eh bien il faut 21 nucléotides pour coder 7 acides aminés. 7 fois 3, 21. Et donc le 7e sera codé par le 19e, le 20e et le 21e nucléotide. On confirme ainsi que le code est formé de codons, eux-mêmes formés de 3 nucléotides. Donc nous allons maintenant essayer de voir concrètement comment se réalise la synthèse des protéines. Pour le comprendre, il faut savoir d'abord où elle se réalise. La première question, c'est où se trouve l'ADN dans la cellule. Une expérience simple de transfert de noyaux montre que l'ADN et tout le matériel génétique se trouvent dans le noyau de la cellule. La deuxième question à résoudre, c'est où les protéines sont-elles synthétisées? On pourrait s'attendre qu'elles soient synthétisées dans le même endroit où se trouve l'ADN qui contient l'information génétique codant pour la séquence d'acides aminés de la protéine. Vous devez maintenant essayer de tirer une conclusion de l'observation liée à l'expérience de ce document. Nous voici donc face à un nouveau problème à résoudre. L'ADN est dans le noyau et les protéines se forment dans le cytoplasme. Pour résoudre ce problème, il apparaît évident une solution, c'est qu'il y a un intermédiaire qui va porter l'information génétique qui est contenue dans l'ADN du noyau et qui va la transporter vers le cytoplasme, là où a lieu la synthèse des protéines à partir de l'information de la séquence qui se trouve dans l'ADN.
En 1951, Brachet découvre une substance appelée ARN qui pourrait être le candidat à la solution du problème du transfert de l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Analysez ce document et démontrez que l'hypothèse de Brachet est la bonne. Nous voyons que l'ARN messager paraît sortir du noyau pour se retrouver dans le cytoplasme et ainsi transporter l'information génétique nécessaire à la synthèse des protéines. Cela nous amène à un nouveau problème. Le noyau est entouré d'une paroi épaisse constituée d'une double membrane. Est-il possible à des substances aussi grosses que l'ARN de sortir sans problème du noyau? Analysez ce document pour répondre à cette question. Nous avons donc vu que l'ARN messager se trouve au départ dans le noyau puis dans le cytoplasme et nous avons vu que la paroi nucléaire lui permet de passer du noyau au cytoplasme. Regardons maintenant la structure de cette molécule pour savoir si elle est capable de transporter l'information génétique contenue dans la chaîne de nucléotides de l'ADN. Lorsque l'on observe cette molécule, on remarque qu'elle est exactement du même type que la molécule d'ADN. Elle est formée d'une longue chaîne de nucléotides. On peut donc imaginer que cette longue chaîne nucléotide est la copie de l'un des brins de la molécule d'ADN. Une simple différence, c'est que dans la molécule d'ARN messager, on ne trouve pas ATCG, mais AUCG. Le T est remplacé par un nucléotide appelé uracile. Donc les deux sont une séquence de nucléotides et la molécule peut bien être porteuse de l'information qui serait une copie de l'ADN. Pour savoir s'il s'agit bien d'une copie d'une des séquences d'un brin de l'ADN, eh bien, nous allons comparer les séquences de l'ARN messager avec les séquences qui se trouvent dans les deux brins de l'ADN. Effectivement, nous voyons que l'ARN messager a ici la même information que le brin 1. C'est exactement la même séquence de nucléotides, en dehors du fait que le T est remplacé par le U. L'ARN messager est donc bien une copie. Il passe du noyau au cytoplasme par les pores nucléaires. Nous avons donc trouvé la molécule qui est chargée du transfert de l'information. Il existe cependant un certain nombre de différences entre l'ARN et l'ADN. Voici la liste des différences. Pouvez-vous dire pour chacune d'elles en quoi elles ne posent pas problème pour que l'ARN messager transporte bien l'information de l'ADN vers le cytoplasme. Ainsi, nous avons vu que l'ARN est bien la molécule qui transporte l'information du noyau vers le cytoplasme. On l'appelle ARN messager. Et la grande différence avec l'ADN, c'est qu'elle est constituée d'une seule chaîne de nucléotides, dont l'un d'entre eux est l'uracile au lieu de la thymine. Nous allons maintenant devoir décrire comment se fait la copie de l'ADN sur l'ARN messager, comment se synthétise l'ARN messager. Cette petite animation nous permettra de vous l'expliquer. Une protéine est une chaîne d'acides aminés. La séquence des nucléotides d'une molécule d'ADN représente une information qui permet la synthèse d'une protéine. Cette synthèse des protéines se fait en différentes étapes. La première étape, c'est qu'une ARN polymérase va venir ouvrir les deux brins d'ADN pour ensuite synthétiser à partir de l'un des deux brins appelé brin transcrit de l'ADN pour synthétiser l'ARN messager par complémentarité entre les bases. Cela ressemble au mécanisme de la synthèse de l'ADN lors de la réplication. Ainsi, l'ARN polymérase va progresser en utilisant le brin transcrit
comme moule qui permet de copier l'autre brin qui est le brin codant. En effet, l'ARN messager est complémentaire du brin transcrit. Or, le brin codant, le deuxième brin de l'ADN qui se trouve ici en haut, est aussi complémentaire du brin transcrit. Finalement, l'ARN messager complémentaire du brin transcrit est donc une copie du brin codant qui se trouve en haut. C'est cette subtilité de vocabulaire qu'il vous sera difficile d'assimiler. Nous voyons finalement que le brin d'ARN messager transcrit dans le noyau va traverser l'enveloppe nucléaire pour se retrouver ensuite dans le cytoplasme et permettre la synthèse des protéines. Cette deuxième animation vous remontre la transcription de l'ADN en ARN messager. Elle est légendée et vous pouvez évidemment stopper la vidéo pour lire les légendes. Elle souligne aussi le fait qu'il faut que l'ARN messager aille du début du gène jusqu'à la fin du gène. Il faut donc qu'il y ait un signal au début du gène qui lui dise par où commencer la transcription et un signal à la fin du gène qui lui dise par où terminer la transcription. Vous devez donc faire très attention au vocabulaire concernant les brins d'ADN et d'ARN. Le brin transcrit est celui qui sert de support pour former le brin d'ARN. Le brin d'ARN se forme par complémentarité au brin transcrit. Comme l'autre brin est aussi complémentaire du brin transcrit, alors l'ARN est une copie du brin codant et un complémentaire du brin transcrit. Vous devez absolument apprendre ce vocabulaire et y faire très attention, car lorsque l'on vous donnera des séquences à décoder, il faudra faire très attention à ce que ce soit le brin transcrit, et dans ce cas-là, il faut recomposer le brin codant par complémentarité, ou alors on peut décoder directement le brin codant sans avoir besoin d'avoir d'opération de complémentarité. Enfin, bien évidemment, nous allons essayer d'observer la transcription. Au microscope électronique, les chercheurs ont déterminé quel était l'endroit de la transcription. Je vous propose donc l'image du microscope électronique de la transcription qu'ils ont obtenue et je vous propose de la légender avec ce que vous connaissez du mécanisme de la transcription. En particulier, sur cette image, vous devez essayer de trouver le sens dans lequel avancent les enzymes sur l'ADN. Donc vous devez légender quel est l'ADN, quel est l'ARN messager, où se trouve l'ARN polymérase, l'enzyme de la transcription, et enfin, dans quel sens l'ARN polymérase se déplace sur l'ADN.